C'est la dernière ligne droite mon gars, c'est maintenant qu'il faut trouver. Je sais que t'es dans la galère, je sais que t'es pressé, donc on va être rapide et efficace. La manière dont on va fonctionner, c'est que je vais vous donner un peu les questions qu'il faut se poser. Tu dis pas juste en mode personne ne veut de moi, c'est mort, j'y arrive pas et je lâche l'affaire. Ici, c'est pas le mindset du tout. Dans l'une de mes dernières vidéos là sur l'alternance, j'ai trop aimé parce que vous avez vraiment envahi l'espace commentaire, que ce soit pour poser vos questions en fait ou pour vous conseiller les uns les autres, et c'est vraiment ce que j'aimerais faire de cette chaîne. On va déjà se poser une première question. Pourquoi j'ai pas encore trouvé mon taf ? Pour moi, c'est simple. Si t'as pas encore eu d'entretien, c'est qu'il y a un problème potentiellement avec ton CV ou ton profil effectivement, mais on va en discuter. Quelle question il faut se poser ? Bah du coup, on regarde son CV. D'abord, est-ce qu'il est lisible ? Je me suis rendu compte que, surtout quand on est un petit peu en galère en fait, on a tendance à faire son CV dans la panique, on met tout ce qu'on pense qui peut être bien, tout ce qu'on a fait par le passé, et en fait à la fin, on a beau se relire, on n'arrive pas à voir que bah il veut plus rien dire du tout. Pourquoi il veut plus rien dire du tout ? Soit c'est parce que vous n'avez pas regardé mes vidéos sur le CV et qu'il n'y a pas trop d'ordre, il n'y a pas de structure, mais l'autre raison ça peut être aussi qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storytelling. En fait un CV c'est ta carte d'identité, c'est ton histoire. Sauf que si tu racontes ton histoire en commençant par la fin et en ne faisant aucun lien entre peut-être tout ce qui s'est passé dans ta vie, je peux avoir du mal en fait à me situer. Et en plus de ça, si je ne comprends pas ce que tu veux et ce que tu peux m'apporter, c'est compliqué. Je vais voir de beaux CV en termes de design qui ont l'air structurés, mais où la personne ne dit jamais ce qu'elle recherche et où tu vois pas une teinte sur le CV. Je m'explique. Il y a beaucoup de cas où comme on est jeune, on fait des choses assez différentes, où on a un profil ce qu'on appelle généraliste. Sauf que quand on cherche un travail, on a pour vocation à se spécialiser ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je prends un exemple simple, quelqu'un qui a fait du marketing et de la communication, eh bien il va avoir tendance à attirer plus un recruteur qui fait de la com, s'il a teinté son CV communication. Et donc il a mis en avant tout ce qui va bien avec. Ça peut être ne parler que des matières communication, des expériences autour de la communication par exemple. Mais là je parle aussi de lisibilité au sens où tu comprends absolument rien de ce que la personne raconte, et c'est là où il faut faire joker à un ami. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un en fait qui n'a pas forcément suivi 100% de ton objectif de taf, 100% de ton parcours scolaire, et tu lui fais lire son CV et tu lui demandes qu'est-ce qu'il a compris. Il faut vraiment qu'il puisse te dire de quoi il s'agit en 30 secondes, pas plus. Alors pourquoi 30 secondes ? Parce que, encore une fois, dès que je fais mon CV, moi j'essaie de me mettre à la place de la personne qui va me lire, le recruteur qui a reçu son CV et en fait qui n'a pas le temps et qui a besoin en un clin d'œil en fait de lire ce qui se passe sur ton CV à toi. Si en 30 secondes t'arrives pas à faire ce travail, crois-moi que quelqu'un qui ne te connaît pas et qui n'a pas d'attache émotionnelle avec toi va passer au suivant, surtout si quelqu'un a fait ce travail là. On travaille la lisibilité de son CV. Est-ce que ton CV fait professionnel ? Alors ça peut être un piège parce que tout le monde a sa définition de ce que c'est qu'un CV professionnel. Il y a effectivement le design, mais pour moi ça va vraiment dépendre parce que en fait il y a des métiers, voire des formations qu'on fait où on va pas te demander un même niveau de design. Par exemple si tu travailles dans la comptabilité, ça va pas être le prérequis. Mais en fait sans même parler de design et de travail un petit peu parce que ça on va dire que c'est propre à chacun. Là je vais parler de faire relire tes fautes d'orthographe. Parce qu'on se connaît toi et moi, je suis la première à en faire des tonnes. Sauf que je suis au courant donc j'essaye de faire relire surtout quand c'est important. En barre d'infos je te mettrai des sites en fait qui sont des correcteurs orthographique et de grammaire. C'est pas 100% fiable mais c'est mieux que rien. Ils sont gratuits ou au moins te permettent d'avoir une période d'essai gratuite. N'importe lequel de tes professeurs ou de tes proches qui sont doués en orthographe seront ok pour lire ton CV, ça reste quelque chose d'assez court à faire. Être remarquable et que les gens se rappellent de nous, c'est quelque chose que tu peux pas trop prévoir. C'est pas ce qui va marquer une personne. Sauf si tu rentres dans sa tête. Comment on peut faire ça? Donc marquant encore une fois, c'est pas que dans le design en fait, vraiment moi je sais que j'arrête pas de donner cet exemple parce que j'étais tombée dans ce piège. Si vous voulez, mon premier CV il ressemblait à ça parce que j'étais persuadée que c'était genre à la mode. Mon nouveau CV il ressemble à ça et c'est celui qui fonctionne le mieux. Un CV marquant, c'est quand toi en tant que recruteur tu te dis mais c'est ça qu'il me faut. Sauf que quand on est jeune et quand on a peu d'expérience, on a du mal à comprendre ce dont a besoin une entreprise. C'est là que mon pote LinkedIn est là. Quand je postule à une entreprise, j'épluche leur LinkedIn. Et je n'épluche pas que le LinkedIn de l'entreprise, j'épluche le LinkedIn de mes futurs managers, le LinkedIn de mes futurs collègues. Pourquoi ?
Il y a plusieurs informations que ça va pouvoir m'apporter. Déjà, je vais comprendre qu'est-ce qui est recherché dans les profils un petit peu plus seniors que les miens, quels sont les hard skills qu'ils vont mettre en avant sur leur propre CV sur LinkedIn. Les hard skills, pour rappel, c'est toutes les compétences qu'on apprend à l'école et qui sont facilement applicables. Ça peut être par exemple le développement informatique. Je vous donne un exemple. Je veux être product owner. C'est un métier du digital. Je sais pas trop ce que c'est. Déjà, je vais m'informer, je vais vachement chercher sur internet qu'est-ce que c'est. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher des product owners en fait, en général sur LinkedIn. Quel est leur métier, quelles sont les tâches qui leur sont confiées, ils le mettent sur leur CV LinkedIn. Et enfin, je vais regarder plus particulièrement dans l'entreprise qui m'intéresse parce qu'il y a toujours des spécificités. Qu'est-ce que ça veut dire d'être product owner chez l'entreprise A? Je vais avoir une liste de hard skills vraiment très précise, très détaillée et je vais jouer en fait au jeu de cette différence. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas. Quand je l'ai pas, je vais regarder est-ce que finalement je peux le développer d'ici l'entretien. Ça peut être par une formation en ligne. Par exemple, si je n'ai jamais travaillé avec la méthodologie Scrum, et je vais chercher sur internet ce que c'est. Sur Open Classroom, il y a des formations au Scrum. Vraiment les gars, ça peut s'appliquer à tout. Là, je vous donne des termes qui peuvent vous paraître compliqués si vous n'êtes pas dans le digital. C'est simplement, je parle de ce que je connais. Tout est faisable en ligne, pratiquement tout. Si il te manque une compétence hard skills, eh bien, soit tu essayes de te creuser les méninges et est-ce que finalement tu l'as pas un petit peu développé dans une entreprise, dans une autre entreprise, dans une autre expérience. Si t'as pas d'expérience, utilise l'un des sites que je te mettrai en barre d'infos. Donc moi par exemple, il y a Coursera, Open Classroom que j'adore utiliser. T'as aussi LinkedIn Learning et Udemy, mais il me semble que c'est payant, donc on va les mettre de côté. Ces deux premières plateformes dont je te parlais, elles sont gratuites et tu peux suivre des formations. Tu vas avoir même des petites certifications parfois gratuites. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux payer. Par exemple, moi j'ai suivi un cours sur l'innovation business chez HEC pour la modique somme de 35 €. Donc j'ai donc un diplôme officiel d'HEC. Mine de rien, ça te permet vraiment en un temps record d'avoir quelque chose de concret à apporter à la boîte. Moi ce que je fais, c'est que quand je vois que mon profil ne fit pas assez, mais que c'est vraiment ce que je veux faire, et je mets carrément la formation que je suis en train de passer. En entretien, je vais pas mentir, je vais dire que je n'ai pas été encore diplômée, que je suis en train de la passer. Ça n'empêche que le recruteur, il peut voir qu'il y a un fit carrément, puisque ce qui me manquait, je suis en train d'aller le chercher. Alors, je vous ai parlé de plateformes certifiantes, mais on n'oublie pas l'ami YouTube. Moi, pour l'histoire, en fait, mon premier stage en communication, la manière dont je l'ai obtenu, c'est que je voyais bien qu'il me manquait un truc pour obtenir ce stage. Il y avait quelque chose qui recherchait particulièrement, c'était le montage vidéo. C'était il y a un moment maintenant, donc moi j'avais commencé à peine en fait à tester le montage vidéo. J'utilisais iMovie et ils avaient besoin de Final Cut Pro, Premiere, etc. C'était pas du tout mon truc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 1 à 2 jours à regarder des vidéos sur YouTube de Premiere et de Final Cut Pro, et en fait j'ai pris celui où je me sentais le plus à l'aise, c'est-à-dire Final Cut Pro, et j'étais persuadée qu'une fois qu'on allait me donner le logiciel entre les mains, j'allais être capable de l'utiliser. Ça a été le cas. Quand j'ai eu des questions, j'ai continué à regarder YouTube, et si vraiment j'y arrivais pas, j'ai pu poser la question à des collègues. Je reste une personne qui cherche un stage, voilà, c'est peut-être plus compliqué pour un CDI, mais en tout cas pour un stage ça peut être vraiment la manière de faire. Concernant les CDI, moi je suis plutôt du genre à dire des choses que je sais pas faire, mais montrer que j'ai cherché des formations, des choses que je pourrais faire pour me préparer au poste, ou même parler de ça directement avec le manager. Un autre point qu'il faut pas oublier, et on n'arrête pas de clamer que c'est ce que recherchent de plus en plus les entreprises, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est au contraire ce qu'on n'apprend pas sur le banc de l'école. Ça peut être des caractéristiques qui sont innées ou non, ou qui s'apprennent, et généralement ça va être plutôt des choses dans tes relations interpersonnelles. Pour te donner un exemple, Welcome to the Jungle, on fait un article qui est dédié aux soft skills les plus recherchés en 2022. Parmi eux, il y avait l'adaptabilité, donc c'est le fait de s'adapter à n'importe quelle situation, parce que les entreprises avec le Covid, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de gens qui n'étaient pas stressés par rapport au changement, qui restaient créatifs en période de crise, etc. Donc ça c'est quelque chose que tu peux démontrer plutôt par des expériences assez personnelles. Il va y avoir aussi par exemple le caractère d'autonomie. Je dirais juste de faire attention en fait, parce que je trouve que dans un CV, quand j'ai trop de soft skills et qu'en plus elles sont pas vraiment prouvées, c'est compliqué. Par exemple, l'autonomie, c'est quelque chose que je lis beaucoup sur les CV, sauf que je préfère une personne qui me mette en fait, je sais pas, qu'elle a monté son propre projet, ça va me montrer qu'elle est autonome, alors que juste me dire qu'elle est autonome, ça me parle pas tant que ça. Vous me direz si vous voulez une vidéo justement qui est dédiée aux personnes qui n'ont pas trop d'expérience, comment je vais aller créer ces expériences, que ce soit avec de la formation, en participant à des projets associatifs ou entrepreneuriaux, puisque moi c'est ce que j'ai fait pour réussir à avoir mon premier stage dans la communication digitale. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que tu as tout internet pour essayer de trouver un maximum de détails pour faire que ton CV soit marquant auprès du recruteur, pour l'offre et pour l'entreprise.
Il y a vraiment cette double notion, d'ailleurs je ne sais pas si c'est bien clair dans votre tête, c'est que votre CV il est vu par deux personnes clés. Le RH qui, ressources humaines, son taf c'est de faire en sorte que une entreprise soit constituée de personnes voilà, qui a un intérêt pour le futur de l'entreprise, pour les valeurs de l'entreprise, ils vont regarder ce truc là, donc le match. Est-ce que tu es vraiment intéressé? Est-ce qu'il y a un même mindset, une même façon de penser? Et bien sûr, il fait un pré-tri sur tes compétences, mais il n'a pas la possibilité en fait de savoir si tu sais faire des choses au début. C'est là qu'intervient une deuxième personne qui généralement aide à présélectionner ton CV, c'est le manager, celui qui en fait fait le métier et sait de quoi il a besoin et pourrait te donner par exemple un cas pratique. Donc quand tu fais ton CV, toi tu dois penser à ces deux personnes. Autre chose que tu as peut-être pas fait, c'est réadapter ton CV à chaque offre. On l'a dit souvent quand on est en galère à la fin de nos recherches, on postule partout, donc on dépersonnalise nos candidatures. Ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu avant, mais vraiment prends le temps d'adapter chacun de tes CV autant qu'une lettre, qu'un mail en fait. Dans ton CV, tu dois peut-être pas avoir les mêmes matières. Moi par exemple, je changeais les matières que je mettais en avant par rapport à mon master. J'enlevais une expérience et j'en remettais une autre selon le besoin, selon l'appétence qu'il y avait en face de l'entreprise ou encore du poste. Ensuite, il y a un sujet où j'étais hyper surprise parce que j'ai l'impression que j'étais la seule à le faire parce que dès que j'en parle à quelqu'un, il me dit mais c'est quoi cette histoire? Toi, t'envoies ton CV au hasard sur LinkedIn et puis tu calcules plus personne. T'es bizarre. Je vous l'ai déjà dit, une candidature, c'est comme si t'avais un crush. Je sais que vous aimez bien cette façon de parler. À un moment donné, si la personne elle te connaît même pas, si tu restes assis sur un banc et que tu fais plus rien, que tu parles plus, il va rien se passer. C'est pareil pour une candidature. C'est pas parce qu'on ne t'a pas répondu que tu dois lâcher l'affaire en fait. Le mot d'ordre c'est la déterre et pour ça il faut montrer que t'es déterre. Surtout quand on manque en fait de compétences et d'expérience, la manière qui va faire que tu vas être différencié par rapport aux autres, c'est que potentiellement tu t'es plus informé que les autres sur le poste, sur ce qui se passe et surtout que tu as relancé parce que tu as un intérêt pour le poste et l'entreprise. Vous allez me dire oui mais c'est compliqué, comment ça se passe? Encore une fois, LinkedIn est votre ami. Moi quand j'envoie ma candidature, j'ajoute directement la personne avec laquelle je vais bosser en fait sur LinkedIn. Si j'ai pas son nom, en fait ce que je fais c'est que j'ajoute l'ARH de la boîte, s'il y en a plusieurs, il y a des boîtes très très grandes, voilà j'essaye quand même de deviner où est-ce que ça pourrait être, ça peut être la ville, etc. Ou j'en ajoute une et je lui demande l'information. Ensuite ce que je vais faire ça va être pareil pour les personnes qui font le même métier que moi dans la boîte, je les ajoute. Comme ça fait que elles vont peut-être se rappeler de moi le jour où elles vont lire le CV. Et en plus de ça, je pourrai leur poser mes questions et les relancer via LinkedIn. Parfois sur LinkedIn, vous avez aussi le mail ou le numéro de la personne. Faut pas hésiter à l'utiliser. Ici, on est des renforceurs. Je vous l'ai dit, chercher du taf, c'est comme avoir un crush, donc on reste pas assis sur le banc en attendant qu'il nous remarque, on part au charbon. Quand tu postules, t'essayes vraiment d'y mettre tout ton âme, parce que tu le veux, parce que t'en as envie, parce que tu as réfléchi, et c'est vraiment la boîte et le poste que tu veux. Et c'est encore pour ça, comme je le disais dans ma vidéo sur l'alternance, qu'il vaut mieux postuler à peu d'offres pour s'assurer en fait de travailler de manière qualitative, que ce soit du CV à la prise de contact. Si vraiment tu arrives à trouver aucun contact, il reste toujours le site internet en fait de la boîte que tu vas rejoindre. Il y a souvent en fait une adresse mail qui s'appelle contact@lenomdentreprise.com. Tu peux tout à fait essayer de demander via ce mail en fait le contact du RH de la boîte. Un autre truc que vous faites passer, c'est en parler à absolument tout le monde. On a dit ici on est déter, donc on commence pas à dire oui mais j'ose pas, on s'en fout. On en parle sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, où tu veux. Tu dis que tu cherches un taf. Donc là ça va vraiment te permettre d'ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que parfois en fait, juste dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un qui lâche son alternance, qui cherche un remplacement pour son stage, etc. Ou simplement quelqu'un qui recrute dans sa propre équipe. Moi je sais que dans ma boîte, ils recrutent de malades. Donc en fait, si quelqu'un qui avait le profil qu'on cherche le mettait, j'irais le contacter direct. Alors chaque réseau va avoir son code. En vrai, ce qui est bien pour Instagram, c'est de faire une story. TikTok, en vrai, j'ai dit ça, j'ai jamais trop vu, mais ça pourrait fonctionner du coup. Et pour LinkedIn, c'est vrai que je trouve que c'est dur d'atteindre le post qui va essayer de créer de l'engagement, qui sera pas trop long, qui dit tout de suite qui tu es, qui essaie de se différencier. Moi, je vous remettrai en fait en barre d'infos le post que j'avais fait quand je cherchais un CDI. Et celui quand je cherchais une alternance, il se ressemble parce que j'ai trouvé pour moi le format qui fonctionne bien dans mon domaine. Mais si vous voulez, je pourrais faire une vidéo dédiée ou alors une story en story privée sur Insta. En fait, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez peut-être, j'ai une story privée où je parle vraiment que justement de la gestion de sa carrière, etc. pour essayer d'aborder des sujets un petit peu plus tabous justement comme le salaire ou des tips que j'aime bien garder pour moi, tu vois, pour les proches. Vous pouvez me suivre sur Insta et me demander de rejoindre ma story, je vous ajouterai.
Donc on a dit qu'on en parlait à tout le monde, du coup les réseaux ça suffit pas, je vous ai dit on en parlait à sa famille, mais surtout les gars, parlez-en à vos profs, à votre future école, que vous soyez dans une fac, dans une école, encore au lycée, il faut vraiment essayer, vous n'avez absolument rien à perdre. Je parle pas seulement de parler à vos profs de manière anecdotique, je parle aussi en fait d'essayer clairement de leur demander est-ce qu'ils connaissent pas quelqu'un, encore une fois, qui va lâcher son poste. Moi personnellement quand je cherchais un stagiaire en fait dans mon ancienne boîte, et ben j'ai prévenu mon école de commerce, donc en fait dès que quelqu'un leur écrivait, il leur proposait cette offre ou il l'envoyait par mail. Donc n'hésitez pas à demander. Grosso modo, vous devenez des forceurs et pourquoi ça fonctionne, c'est parce que personne n'ose. Vraiment sur une promo de 500, moi dans l'école où j'étais, je pense qu'il y avait 5 à 10 personnes qui osaient vraiment déranger en fait, que ce soit des étudiants qui étaient plus âgés, l'école elle-même, pour aller chercher ce truc là. Et voilà, enfin à un moment donné si t'es sur cette vidéo c'est que t'es dans tes recherches à la fin, donc t'as plus rien à perdre, vas-y fonce. Ce qui se passe c'est que les gens dans une semaine ils auront oublié que tu leur as demandé. Si je peux te donner un conseil dans cette vidéo, c'est vraiment d'être un gros forceur parce que quand il s'agit de toi, de ta carrière, de ton avenir, personne ne va rien faire à ta place. Il n'y a jamais personne qui va venir et te ramener sur un plateau d'argent, un poste, une opportunité si tu ne vas pas la chercher. Surtout si tu n'as pas spécialement de contact, bah malheureusement tu dois donner 2 voire 3 fois plus que les autres. Parce que voilà, il faut te faire remarquer et personne ne va venir te chercher en mode on t'a repéré, ça n'existe pas. Faut pas hésiter à activer tous les canaux qu'on connaît et les relancer. C'est comme pour la relance, si tu as demandé à quelqu'un un service, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un, si tu lui dis, il va dire ok je vais regarder, il va oublier, il va reprendre sa vie. Relance-le plusieurs fois, n'hésite pas. Si quelqu'un en fait en a marre que tu lui demandes quelque chose, il te le dira. Et même s'il te dit bah ça me saoule un petit peu, tu diras bah il n'y a pas de problème, je pensais que tu pouvais m'aider mais il n'y a pas de souci. Et chacun reprend sa vie et passe à autre chose. Mais ça pourrait créer de belles opportunités, donc essaye d'éviter les regrets. Donc ça c'est vraiment les conseils que je vous donne parce que c'est ce que j'ai repéré chez moi qui fonctionnait pas dans mon CV, dans ma manière de postuler. Donc si tu penses que toi tu as déjà mis tout ça en place ou alors que tu as essayé et que ça ne fonctionne pas, bah, je te propose de m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, peut-être qu'on peut en discuter, ou même de parler de ton cas en commentaire parce qu'on sera plusieurs à pouvoir te donner des conseils. La vidéo était trop longue, j'ai donc dû la couper en 2, mais rendez-vous dimanche prochain à 16h30 pour savoir comment faire si tu as des entretiens cette fois mais que tu n'arrives pas à avoir de contrat. En plus de ça, je te donnerai mes petits conseils justement pour trouver du taf en dernière minute. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et surtout abonne-toi.